Laure Muller, je suis médecin radiologue depuis maintenant 5 ans, après avoir fait 11 ans d'études, les 11 années nécessaires pour être radiologue. J'ai choisi d'être médecin, pas radiologue, j'ai choisi d'être médecin en terminale après avoir hésité. J'avais eu déjà des envies de faire de l'histoire, après avoir fait du latin et du grec jusqu'en terminale. Et puis, j'aimais beaucoup l'aéronautique. J'ai épousé le pilote, mais je n'ai pas fait ingénieur en aéronautique. Et puis finalement, en terminale, j'ai choisi d'être médecin pour le côté social que ça représentait. Certaines personnes m'ont dit que j'aurais mieux fait de faire classe prépa parce que j'étais plutôt bonne élève. Et puis finalement, le fait de devoir argumenter sur mon choix m'a permis de me conforter dans l'idée que j'avais envie de faire médecine. Donc je viens de province, j'ai fait une année de première année de médecine. J'ai eu la chance de réussir mon concours de première année de médecine au bout d'1 an. Contrairement à d'autres de mes amis qui avaient sûrement les capacités humaines pour devenir des bons médecins. J'ai eu la chance de pouvoir réussir ce concours. Après, je pensais sûrement que la suite serait plus facile. Déjà, j'ai pas de parents médecins, donc je pense j'aurais peut-être dû me renseigner plus, mais je croyais que c'était 7 ans pour faire médecine. En fait, c'est 9 ans pour être généraliste, 11 ans pour être radiologue. Après le concours de première année, il y a un autre concours qui nous attend au bout de la 6e année, après avoir fait un externat. Et on m'avait dit que le concours de la 6e année était plus dur que celui de la première année, ce que je n'ai pas pu croire. Je dirais que le concours est plus difficile, mais est plus intéressant. Parce qu'en première année, on a des données très théoriques, et en 6e année, il faut apprendre toute la médecine pour pouvoir avoir des capacités dans tous les domaines. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut savoir opérer un patient, ça ne veut pas dire on pourrait être ophtalmo, radiologue ou gynéco, mais on aura les bases dans l'ensemble des domaines. Et donc ce qu'on apprend au cours de notre externat est sanctionné par un diplôme en 6e année, enfin non, un concours en 6e année, pas un diplôme, et qui est difficile parce que c'est des gens qui ont tous réussi la première année de médecine. Et au niveau national, en fonction de notre classement, on aura le choix à la fois de notre spécialité et de notre lieu. Alors je sais qu'il y a des grands débats en ce moment sur ceux qui viennent de province doivent rester en province pour les zones défavorisées. Je viens de province, j'ai réussi mon concours en première année et je suis bien contente d'avoir pu changer en 6e année. J'ai eu la chance que mon classement me permette, mais mon fiancé à l'époque est parti vivre en région parisienne en 5e année. Ça faisait déjà une année où on était séparés et si j'avais raté ce concours, j'aurais dû abandonner soit la spécialité que j'avais envie de faire, soit le lieu. Et il nous reste encore 50 spécialités qui nous attendent après la 6e année. Quand on a déjà passé une année à distance, passer 5 ans, c'est compliqué, même si on a envie de faire quelque chose de bien pour les gens. De la première à la 6e année, ça s'appelle l'externat, où en fait on apprend les généralités de la médecine et de la chirurgie. Et donc c'est pendant 6 ans. À la fin, on passe le concours de l'internat et ensuite c'est l'internat. Qui donc dure de 3 à 5 ans en fonction des spécialités. Pendant l'externat, on apprend donc l'ensemble de la médecine, mais on est aussi confronté à nos premiers patients, avec nos premiers morts, nos premiers, pour la plupart des gens, enfants malades, avec des cancers, des choses comme ça. Humainement, ça apporte beaucoup de choses. C'est pas facile parce qu'on a 20 ans, on a nos copains qui font d'autres universités et qui, pas pour tous, mais pour beaucoup, travaillent moins, sont beaucoup plus libres. On a des gardes, des choses comme ça, des horaires un peu compliqués, des examens à chaque année. Et puis en plus, on dissèque nos premiers cadavres, on voit nos premiers morts. Et puis,
J'avais déjà vu des gens morts, mais des gens mourir, c'est différent. Quand on, quand on va avec le SAMU, qu'on arrive pour essayer de sauver quelqu'un, qu'on ne le sauve pas, quand on a quelqu'un qui est en réanimation, et puis qu'on voit mourir, c'est pas comme dans les films, c'est pas Marion Cotillard, et puis on est mort. C'est un peu différent. Le passage de la vie à la mort n'est pas net. Ça se fait progressivement, le rythme cardiaque ralentit. Et puis après, quand on s'arrête, on se dit c'est mort, il est mort. Et puis en fait, on peut avoir un battement quelques minutes plus tard. On peut avoir quelqu'un qui respire sous respirateur. Et puis en fait, son cerveau ne fonctionne plus. Donc il est mort, techniquement. Mais la respiration, le système automatique est encore là. On est aussi confronté à certains cas sociaux. Je me souviens d'une fois où j'étais en réanimation et j'avais un patient qui était canadien, qui a fait une maladie particulière. Enfin bon, toujours est-il qu'il est arrivé en réanimation dans un état grave et tout le monde savait qu'il ne s'en sortirait pas. Le problème, c'est qu'il était techniquement pas mort, mais on savait que l'issue était fatale. Et la famille se trouvait en dehors des délais pour être pris en charge par la sécurité sociale de son pays. Et donc, en fait, la famille faisait pression pour essayer d'accélérer les choses. Donc, ils ont dû vendre la maison pour payer les frais. Et pourtant, on est dans un pays où la médecine est chère, mais moins chère que dans d'autres pays. On savait que le patient allait mourir, mais on ne pouvait pas tuer le patient. La famille faisait pression, était désespérée, puisque de toute façon, ils étaient dans un cas grave où quelqu'un de leur famille allait mourir. Mais en même temps, on n'avait pas le droit de tuer ce patient. Donc on est confronté aussi à des cas sociaux, à beaucoup de choses qui sont à un âge où on est jeune et on pense que la vie est éternelle. Quand on fait médecine, on apprend que c'est différent. Et je pense que c'est aussi pour ça que les médecins sont... on parle toujours des médecins qui chantent des chansons paillardes, qui ont un rapport différent au corps. Mais je n'ai pas le même rapport à mon corps que beaucoup de gens, je pense, parce que ça, à force de voir des gens tout nus tout le temps, on ne voit pas les gens tout nus de la même façon. J'ai vu tellement de dames toutes nues, je serais incapable de vous dire quel est le pourcentage de femmes épilées et lesquelles ne le sont pas. Parce qu'en fait, on ne voit pas les gens de la même façon. Le nombre de patientes qui me disent « je suis désolée, je ne me suis pas épilée ». Mais je ne me pose pas la question de savoir... les odeurs sont gênantes en tant que médecin, mais je ne me pose pas la question de savoir à quoi ressemblent les gens. Ou « je suis désolée, j'ai un corps qui est moche, mais je ne vous vois pas comme ça. Je vous vois comme une personne. » avec un problème physique, mais aussi un problème qui entraîne un retentissement au côté mental, le stress qu'a la personne, des organes à l'intérieur, mais que la peau soit toute ridée. Si à la rigueur, j'ai un patient qui est gros, je pourrais me dire, mais comment est-ce que je vais faire pour adapter, pour faire une échographie, que le contraste soit bon, mais je me dis pas... Ouah, le beau gosse, ou ouah, qu'est-ce qu'il est moche. C'est pas comme ça que je vois mes patients. En 6e année, j'ai passé le concours de l'internat qui m'a permis de passer de l'externat, donc les 6 premières années, à la période qui s'appelle internat, qui dure entre 3 et 5 ans, où là on est interne, donc la théorie est nettement diminuée et on est médecin à l'hôpital supervisé par un autre médecin, enfin plusieurs autres médecins, mais avec les responsabilités d'un médecin. À ce concours-là, j'ai eu la chance de pouvoir choisir à la fois ma spécialité et la ville. Et je n'ai pas choisi radiologue, j'ai choisi d'être gynécologue obstétricien parce que j'avais beaucoup aimé mon stage en tant qu'externe, parce que c'est sauver la vie de 2 personnes à la fois. Une maman qui arrive pour un événement qui est censé être très heureux, en bonne santé pour la plupart des femmes, et qui attend un bébé avec une tierce personne, le papa, qui est là, enfin, de manière moins présente quand on est gynécologue obstétricien. Et puis aussi la partie qui m'intéresse beaucoup, qui est aussi la partie d'éducation qu'on peut avoir en tant que gynéco, parce qu'il y a les gynécologues de ville. Moi, à la base, je voulais être gynécologue
de ville, en plus de pouvoir gérer des grossesses, et donc pouvoir faire de l'éducation sur le corps de la femme, les cancers du sein, la sexualité, le rapport en fait avec une partie de son corps qui est utile tout au long de sa vie, mais qui est finalement assez tabou, donc où il y a beaucoup d'interrogations et ce côté m'intéressait. Alors j'aurais pu choisir de faire gynécologie médicale sans l'obstétrique, c'est une spécialité en voie de disparition. L'État a choisi de déléguer cette spécialité aux médecins généralistes qui, quand j'ai fait mon internat, n'étaient même pas obligés de passer par l'obstétrique par la gynécologie pendant leur internat, ce que je trouve assez étrange de donner aux médecins généralistes le droit de faire de la gynécologie sans avoir forcément fait. Ils ont tous fait les études de l'externat, mais pas forcément des stages pratiques. Et donc, je me suis dit qui peut le plus, peut le moins, et je vais faire de l'obstétrique en même temps, puisque je veux pouvoir gérer les grossesses jusqu'au bout. Et puis, j'ai déchanté, comme beaucoup de radiologues qui finalement viennent de la gynécologie obstétrique, parce que quand j'étais externe, je voyais aussi le bon côté, on suivait les sages-femmes avec les grossesses qui se passent bien. Et puis, je suis arrivée à Paris avec beaucoup plus de chirurgie que je m'y attendais, mais ça c'était mon problème, j'aurais dû m'en rendre compte avant. Mais aussi le fait que les grossesses qui se passent bien sont la plupart du temps, en tout cas en tant qu'interne, confiées aux sages-femmes. Et puis quand on arrive pour voir une patiente, on nous fait un petit résumé, le nombre de grossesses, le nombre d'enfants, c'est pas toujours pareil, les antécédents médicaux, et puis ce qui se passe, une urgence parce que le cœur du bébé va pas assez vite ou quoi. Donc on arrive, il est 3h du mat', on ouvre une salle d'accouchement, on voit l'entrejambe de la dame avant de voir sa tête. Bonjour madame. La dame nous voit à peine. Elle entend que c'est l'urgence, on a appelé le gynéco, donc ça se passe mal. Et puis on dit forceps, enfin spatule, voilà, spatule, hop, on fait le geste, on recoue, et puis on s'en va. Et j'étais naïve en fait, je pense que j'aurais dû me rendre compte beaucoup plus que 5 ans à tenir 5 ans plus, un clinica que font la plupart des gynécos. C'est en fait un médecin, mais 2 années où on reste à l'université. J'aurais dû me rendre compte que 7 ans à faire ça avant d'être gynéco-obstétrique de ville et de prendre en charge tant des patientes qui vont bien que des patientes qui vont moins bien, c'était trop long. Parce qu'on ne se rend pas compte du nombre d'années que ça représente de faire 11 ans d'études ou 7 ans d'obstétrique. Pour le coup, ça a été ma naïveté. Et puis le fait que le rythme est dur dans toutes les spécialités de médecine. Il ne faut pas croire, il n'y a pas de médecins qui ont un rythme de vie facile. En tout cas, j'en connais pas. Mais quand on est obstétricien, je faisais entre 90 et mon maximum, c'était 115 heures dans une semaine. On fait notre possible pour être le meilleur. Mais moi, je ne me sentais pas de faire ma césarienne à 4h du mat', de continuer. Après avoir passé 30 heures à l'hôpital, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé, on donne notre maximum, mais une vie entière à faire comme ça avec la pression mentale que ça représente et le risque que je trouvais que je faisais courir à mes patientes, je ne pouvais pas le supporter. C'est mon problème, beaucoup de chirurgiens en sont capables, puisque la beauté de la chose et puis le sacrifice que ça représente pour une vie familiale, ils sont prêts à le faire, mais ce n'était pas mon cas. Et donc j'ai décidé de changer. J'ai hésité pendant un petit moment, on m'avait dit que je me débrouillais bien sur les échographies, donc ça m'a trotté dans la tête, j'ai hésité un peu. Ma sœur avait choisi de faire la radiologie et comme ma sœur a toujours raison, je me suis dit que c'était pas forcément une mauvaise idée. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un droit aux remords qui est compliqué, mais j'ai eu la volonté de le faire et la chance de pouvoir le faire. Et donc un droit aux remords, c'est en fait changer de spécialité. C'est pas facile, il faut avoir le classement, les autorisations administratives, ce qui est compliqué. Mais j'ai pu le faire et après un stage où j'ai fait de la radiologie pédiatrique, je me suis rendu compte que c'était
intéressant, alors que pendant tout mon externat, je m'étais dit que c'était la pire des spécialités. Parce que pour moi, quand on faisait médecine, on devait soigner des patients, les aider jusqu'au bout, donc les prendre en charge quand ils étaient malades et les amener à guérir. Au cours des études, on se rend compte que, enfin, je schématise, c'est pas aussi vrai, hein, mais de toute façon, bon, déjà, c'est pas toujours, le résultat n'est pas toujours positif, mais, mais aussi, c'est multidisciplinaire et donc la prise en charge du médecin de famille, comme on l'imagine, médecin de campagne qui va gérer ses patients, et c'est pas le cas. J'avais beaucoup aimé le SAMU parce que c'était un peu ça, c'était prendre en charge le patient et essayer de le stabiliser pour l'amener après, l'amener aux urgences. Mais en fait, c'était un peu c'est un peu compliqué quand on veut être maman, pour moi en tout cas. Et puis, je pensais que les radiologues, c'était des gens qui étaient devant des écrans dans le noir toute la journée, à voir des images de patients sans voir de patients, à vouloir gagner plein de sous. En fait, on est devant des écrans la plupart de la journée. On est des taupes, on vit souvent dans les sous-sols sans voir la lumière du jour parce qu'il faut pouvoir voir les écrans avec un bon contraste. Donc, effectivement, en même temps, c'est très technique. J'avais beaucoup aimé la physique, donc il y a beaucoup de physique puisqu'on utilise des rayonnements X, des ultrasons, des champs magnétiques. Il faut connaître un minimum si on veut bien maîtriser ces instruments. Il faut bien connaître l'anatomie et puis bon, l'abeille n'est pas celle que j'avais imaginée. On peut faire de la thérapeutique si on veut, avec certains gestes maintenant qui sont, comme les gens connaissent souvent les coronarographies qui sont faites par les cardiologues, mais les radiologues peuvent aussi faire les mêmes gestes. Par exemple, pour les fibromes utérins, les myomes, en fait, on peut aller à travers les vaisseaux, passer jusqu'à l'utérus pour boucher certains vaisseaux. Donc, on peut faire aussi des traitements. J'ai fait 5 ans d'internat et au bout de 5 ans d'internat, donc on a son diplôme de médecin après avoir passé sa thèse. Et dans ce cas-là, en région parisienne en tout cas, beaucoup de médecins radiologues font un clinica ou un assistanat. Ça consiste à rester 2 ans à l'hôpital. Donc dans un premier temps, j'ai fait un peu d'universitaire. J'ai fait une année où j'ai fait de l'universitaire et du privé pour des raisons personnelles, parce que j'avais 2 enfants et que c'était difficile à gérer avec les gardes, avec un mari qui a un métier où il n'est pas souvent présent, et puis le côté financier. Parce que j'étais à 70%, je gagnais 1 600 € par mois et ma nounou m'en coûtait 1 800. Je n'avais pas commencé à travailler et donc je suis partie, j'ai fait un peu de privé. Je suis retournée 2 années à l'hôpital ensuite, dans une clinique à but non lucratif où j'ai fait un assistanat, ce qui m'a beaucoup plu pour compléter une formation. Et puis aussi, j'ai pu enseigner un peu à des internes, ce qui fait partie en fait du passage, la transmission. Et puis ça nous apporte beaucoup parce que parfois ils posent certaines questions qui ne seraient pas forcément venues à l'esprit et ça nous permet de progresser. Et donc depuis maintenant 3 ans, je suis partie dans 2 ans, je suis partie dans le libéral, où le rapport au patient n'est pas le même. Alors, à l'hôpital, parfois, on a l'occasion de voir des patients. Il y a certaines consultations qui sont faites avec les patients. Il y a le côté interventionnel dont on a parlé, où on peut faire certains gestes. Il y a certaines rencontres qui sont possibles. Mais l'université est quand même un monde où le principal, c'est de faire de la recherche. Et la recherche, c'est pas fait pour moi. Je trouve que c'est un peu dommage que les études de médecine soient enseignées par des universitaires parce que le rapport au patient n'est pas ce qui prime, c'est le côté... ce qui est important, hein, d'avoir des preuves dans les traitements que l'on donne, dans ce qu'on enseigne, etc. Mais le rapport au patient est assez peu enseigné. Et quand j'ai fait du libéral, j'ai eu cette chance de pouvoir, ce qui me plaît, de pouvoir parler aux patients, mais ça ne m'a pas été enseigné. Et donc ça s'apprend sur le tas.
et pendant l'internat, et après, pendant l'université. On voit certains patients hein, pendant l'internat et je regrette certaines choses que j'ai pu dire à des patients. Donc je me voudrais toujours. Alors je suis quelqu'un qui est peut-être sûrement trop sensible sur certains côtés et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi ma spécialité. Mais je m'en voudrais toujours d'avoir annoncé à une dame par téléphone que son mari était mort à 6 h du matin en l'appelant chez elle. Alors, c'est pas ce qu'il y a dans les recommandations, c'est pas ce qu'on est censé faire, sauf que entre la fin de la garde, le corps qui doit être déplacé, le médecin qui prend la relève qui n'a pas vu le décès, les contraintes qui sont mises dessus, eh bien, je l'ai annoncé. La patiente m'a raccroché au nez et elle a très bien fait et j'ai essayé de rappeler en espérant qu'elle ne ferait pas une bêtise. Et avec le recul, je me suis demandé un nombre de fois incalculable comment j'aurais pu lui annoncer que son mari était décédé en respectant la pression que j'avais, mais en même temps en essayant de le dire de manière plus humaine. C'est bien dommage que ça soit par des erreurs qu'on soit obligé d'apprendre. L'expérience personnelle, quand j'ai fait de l'obstétrique, le nombre de patientes à qui j'ai dû annoncer des fausses couches, sauf qu'il y a 15 patientes qui attendent dehors. Et donc 15 patientes qui viennent pour les mêmes choses, 5 à qui on va dire que c'est des fausses couches, 5 à qui on va dire qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Alors on est censé prendre le temps et leur expliquer gentiment en utilisant les mots qu'on ne nous enseigne pas, mais aussi ça prend du temps. Et ce temps, on ne l'a pas parce qu'il y a 15 personnes qui attendent derrière depuis 3 heures. Mais il y a quand même une façon de le dire. Il y a des mots qu'on doit employer, il y a des mots qu'on ne doit pas employer. On l'apprend via nos chefs. C'est les médecins plus âgés qui nous enseignent à dire certains mots et pas d'autres. Et puis, j'ai décidé de faire un diplôme d'hypnose à l'université pour aider mes patients. Alors, parce qu'en faisant de l'IRM, tous les patients sont pas super contents d'aller dans une IRM, une machine qui, si j'emploie le terme de certains patients, on dirait que vous mettez dans un cercueil, ça fait beaucoup de bruit, j'ai l'impression d'étouffer et vous m'enterrez et vous risquez de m'oublier. Bon, voilà, avec ça, mettez-moi dans la machine pendant un quart d'heure sans que je puisse vous voir. Eh bien, l'hypnose m'a beaucoup aidée parce que j'ai pu prendre un nombre de patients important en charge dans ce cas-là, en apprenant les techniques d'hypnose pour pouvoir les aider. J'ai même un patient qui m'a dit qu'après une séance d'hypnose, à son contact, ça lui avait changé le reste de sa vie puisque ça avait fait un déclic. Et c'est miraculeux quand on est médecin de pouvoir, comme ça, sans qu'on sache comment ça se passe, peut-être dans les techniques du cerveau, puisque c'est toujours en étude, changer la vie d'un patient sans effet secondaire. C'est quand même extraordinaire. Et puis, malheureusement, c'est assez compliqué de mettre ça en pratique dans le libéral, parce que ça demande du temps, et du temps qu'on n'a pas. Un patient, tous les quarts d'heure ou 20 minutes dans la machine, si ça prend une demi-heure pour lui parler avant et qu'on a des examens interprétés, on n'a pas le temps. Alors, j'ai encore des progrès à faire. Je suis jeune, je pense que ça se voit pour beaucoup de patients qui pensent souvent que je suis l'infirmière qui vient les voir. Mais avec l'assurance, on arrive déjà à faire passer une part de son assurance. Et puis, il y a une façon d'annoncer le diagnostic qui aide. Alors, c'est un métier qui est très intéressant parce qu'on a un contact avec beaucoup de gens. Mais on a un quart d'heure par patient pour pratiquer un examen, voir le protocole qu'on va faire, les contre-indications, changer donc le protocole en fonction de ce qu'on recherche, regarder les images, interpréter, faire un compte-rendu et voir le patient, lui annoncer ce qu'il a et ensuite lui dire, l'envoyer vers ses correspondants. Vous avez un quart d'heure pour faire tout ça, 2000 images à regarder pour un scanner en 15 minutes. Un patient que vous ne connaissez pas, puisque parfois on les revoit 2-3 fois, mais vous ne les connaissez pas. J'essaye personnellement de laisser entrevoir à chaque fois quelque chose de positif.
dans ce qu'on prend. Soit, comme on a dit, le prendre en charge suffisamment tôt. Ou les points positifs sur un examen. Peut-être qu'il y a quelque chose là, mais tout ce qu'on cherchait sur le reste est nickel. Donc c'est déjà ça. Ou on le prend... On peut avoir, enfin, on peut s'adapter aussi en fonction de la personne. On peut l'aider à s'orienter, parce qu'aussi les gens sont très stressés, s'ils ne savent pas comment gérer pour la suite, et de pouvoir orienter un petit peu, ça donne déjà de l'aide, parce que la plupart des gens sont en médecine, on a malheureusement de moins en moins de temps. Mais ce n'est pas que les radiologues, c'est aussi les médecins généralistes et aussi tous les spécialistes. Et d'avoir un petit peu quelqu'un qui les écoute pendant 5 minutes, et bien souvent c'est ce qu'ils demandent. Et la part psychologique dans les maladies est importante. Moi aussi, le passif qu'ils ont derrière. Parfois quand je fais un examen à ma mère, je parle un petit peu de la palpation mammaire est nécessaire pour chaque femme. Elles doivent se palper les seins pour essayer d'augmenter le diagnostic de cancer du sein entre deux mammographies et qu'on le prenne en charge suffisamment rapidement. Et donc quand je suis en train de faire une échographie mammaire, je parle à la patiente en même temps, donc il faut faire le diagnostic, en même temps je fais l'examen et je parle à la patiente, est-ce que vous palpez les seins, etc. En même temps, je fais mon examen. La plupart du temps, les femmes répondent non. Et puis quand on creuse un peu, j'ai pas le temps. Et alors, c'est pas mon rôle, hein, peut-être de chercher plus loin, mais c'est important parce que j'ai fait médecine pour prendre en charge des gens et pas des organes ou des maladies, même si radiologue, pour beaucoup, c'est voir des organes et juste des images toute la journée. Et donc, en fait, souvent les gens me disent, bah oui, mais j'ai pas le temps parce que vous savez, je m'occupe de mon mari qui est handicapé, j'ai mes enfants qui sont en bas âge et j'ai pas le temps. Et à ce moment-là, on leur dit, c'est peut-être, c'est bien aussi de vous occuper de vous, aussi de prendre le temps pour vous, parce que si vous voulez vous occuper mieux des autres, eh bien, il faut vous occuper de vous, etc. Et le nombre de femmes qui me disent, mais vous m'en parlez, mais c'est la première fois qu'on m'en parle de prendre soin de moi, c'est vrai, je devrais... personne ne m'en parle parce que c'est mon mari qui a un cancer et moi, j'ai pas le temps pour moi. Vous savez, j'ai eu un cancer du sein et donc je continue les dépistages, mais on m'a suivi pendant 1 an. Mais maintenant, j'ai toujours peur, ça va pas. Et j'ose pas palper les seins parce que déjà mon corps n'est plus le corps que j'avais. Mais en plus, je suis seule et puis il faut que je m'occupe des gens autour de moi. Et en fait, on apprend des choses. Ça m'est arrivé d'avoir une patiente en faisant ça et puis qui me dit, mais vous savez, j'ai envie de me suicider en fait. Et donc on a une... Combien de médecins elle avait vu avant elle n'avait pas pu se confier. Alors c'est peut-être pas mon rôle, j'ai peut-être pas forcément le temps. En tout cas, je suis contente du choix que j'ai fait d'être radiologue. Je pense que les choix et les difficultés que j'ai eues à choisir ma spécialité et, dans mon parcours m'ont permis à la fois d'être un meilleur médecin et puis d'être une meilleure personne humaine, je l'espère, parce que le rapport à mon corps et au corps des autres est différent. Ma prise en charge pour les gens qui m'entourent est peut-être différente aussi dans la façon dont je m'adresse à eux. Et puis de pouvoir aider certaines personnes dans le quotidien, c'est important. Et j'espère que ce côté-là, puisque la médecine se robotise de plus en plus, le médecin aura toujours sa place en tant que prise en charge psychologique sans avoir besoin d'être forcément psychiatre pour aider les patients dans leur suivi et puis dans leurs difficultés qui ne sont pas forcément juste une maladie, mais c'est une prise en charge globale des patients qui doit être faite. Voilà.